Comme Alain vient de le dire, ce que je vais présenter n'est pas à proprement parler une actualité. Il s'agit en fait d'un dossier ancien, puisqu'il est parti de l'étude de la publication, de l'édition d'un conte de Châtellny en 1979 par Paul Catin, et j'ai fait des fouilles sur le site dans les années 1983-87. Donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Ce fut en quelque sorte un petit peu une entreprise pionnière, puisqu'elle concernait un site médiéval d'un type alors à peu près inconnu, dont on sait à présent qu'il appartient donc à cette catégorie que, à la suite en fait d'Alain Kersuzan, on est convenu maintenant d'appeler bâti. Alors, nous nous trouvons dans le département de l'Ain, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Lyon, dans la plaine de l'Ain, sur la commune d'Ambronay. Je ne présente pas davantage la région, puisque c'est cette même zone, de cette même zone que vont parler aussi bien Franck Gabayet que Laurent D'Agostino. Quel est le contexte historique et militaire de cette fortification? C'est bien sûr la guerre delphino-savoyarde, qu'on a pu appeler la guerre de 100 ans locale, hein, qui, vous savez, a commencé assez tôt, hein, au milieu du XIIe siècle, mais qui a été particulièrement active entre 1282 et 1355. Dans le secteur, il s'agit, à la suite de l'acquisition par mariage de la sciererie de Bâgé par les comtes de Savoie, d'essayer, pour les comtes de Savoie, de réunir ce territoire bressant à la Savoie proprement dite, en créant donc de nouvelles conquêtes territoriales aux dépens du Dauphiné, entre donc la Bresse et le Bugey finalement. Ce conflit porte sur des territoires défendus par des châteaux. C'est une guerre de mouvement, comme l'a très bien explicité et décrite Alain Kersuzan dans sa thèse. Les prémices localement du conflit qui va nous intéresser, c'est l'implantation savoyarde autour d'Ambronay, d'abord, dans les années 1298-1318. C'est ensuite la prise du château de Saint-Germain, si j'avais une flèche, mais bon, ma flèche ne marche pas, mais vous voyez Saint-Germain, en 1321, et à la suite de ça, ce que Alain Kersuzan appelle la grande offensive savoyarde, 1320-1334. Parmi ces offensives, il y a donc le siège du château de Varay. Alors ma flèche ne marche toujours pas, mais Varay est là-haut. Pourquoi ma flèche ne marche pas? C'est normal? Bon. Et le siège du château de Varay en 1324, qui était tenu par le comte de Genève, allié du dauphin. Pour ce projet, même pour la réalisation de ce siège du château de Varay, la stratégie du comte de Savoie va consister à protéger les arrières de son armée en direction du sud, son armée qui est donc installée dans la plaine de Saint-Jean-le-Vieux pour assiéger Varay, et armée qui est elle-même menacée par une armée dauphinoise venant du sud. Pour cela, le comte de Savoie, Édouard, donc, construit une ligne de retranchement entre Ambronay et l'Ain, avec une bâtie à peu près aux 2/3 de la longueur de ce retranchement. Alors, comment nous sont connus ces éléments? C'est d'abord par donc un conte de Châtellny, un conte de construction daté donc 1324, qui est un conte de la châtellenie de Saint-André en Revermont, qui est conservé comme tous les autres comptables aux archives de la Côte d'Or, et qui a été, comme je le disais, donc publié par Paul Catin, qui est le premier qui a vu l'intérêt historique et archéologique de ce texte dans les cahiers René de Lucinge en 1979. Il s'agit donc de l'érection, sur ordre du comte de Savoie, Édouard, d'une fortification appelée Pastita des Gironvillas, bâtie de Gironville.
Il y a d'autres contes qui font état de cette construction, soit d'autres contes qui complètent les travaux provenant de la châtellenie de Saint-Rambert, de la châtellenie de Jasseron et d'autres qui ont été aussi publiés par Paul Catin, et d'autres contes inédits de la châtellenie de Saint-André de Briord, de Pondin et même de l'hôtel des comtes de Savoie. Au total, donc, un ensemble homogène et complet d'informations de première main, détaillées et quantifiées. Vous voyez, sur cette diapositive, j'ai fait figurer une liste des documents comptables qui ont trait à la construction de la bâtie de Gironville. Dans certains cas, allô ? Dans certains cas, il s'agit du compte de construction, hein, le B9523, mais dans d'autres cas, de compléments ou même d'opérations militaires en relation avec la bâtie. Donc vous voyez que les Savoyards ont mobilisé pour ces travaux à Gironville entre le début des années 1320 jusqu'à la fin des années 1320, ont mobilisé des fonds provenant d'un certain nombre de châtellenies savoyardes pour cette réalisation. Alors, l'entreprise, donc, la conduite des opérations de construction est confiée donc au châtelain de Saint-André en Revermont, relais de la Rochette, qui est assisté de 2 châtelains voisins, celui d'Ambronay et celui de Jasseron. En plus, à l'occasion de cette édification, un châtelain de la bâtie a été nommé, avant même le début des travaux. C'est Fromond de Laumont, chevalier, qui participe également à la direction des opérations, mais dont le rôle est surtout celui d'un capitaine châtelain. Il n'a en effet aucune juridiction. Nous sommes en effet dans la seigneurie de l'abbaye d'Ambronay. Alors, cette documentation nous fournissait des indices topographiques dans le texte pour localiser le site. Et à la suite de l'identification d'un certain nombre d'éléments topographiques fournis par le comte et d'autres éléments et une prospection sur place, j'ai pu déterminer qu'il s'agissait d'un site qui présentait des vestiges immédiatement à l'ouest d'Ambronay, comme vous voyez sur cette carte, et qui s'appelle localement Fort Sarrazin. Le toponyme Gironville n'existe plus. J'aurai l'occasion de dire qu'il n'existe plus depuis 1330, hein, donc il a disparu très tôt, il a disparu en même temps que la bâtie elle-même, mais par la suite, les vestiges encore présents ont pris ce nom de Fort Sarrazin. Alors c'est une évolution qu'on connaît sur bien d'autres sites, hein, que d'attribuer à de mystiques sarrasins des monuments dont on ne connaît pas vraiment l'origine ou l'usage, et cette habitude est notamment bien documentée à l'ouest et à l'est des Alpes. Alors, ce site, en fait, sous ce nom de Fort Sarrazin, voilà la photo du site avant les fouilles, donc de la bâtie avec une partie des retranchements qui lui sont associés. Ce site était relativement connu puisqu'il figure dans un certain nombre de documents d'époque moderne que je ne détaille pas ici, depuis une reconnaissance du milieu du XVIe siècle par un Italien, Gabriele Simeoni, qu'il prenait pour un camp romain, jusque sur la carte actuelle topographique qu'il appelle toujours Sarrazin. Et vous voyez que différents états de ces
cartes, aussi bien des cartes du XVIIIe siècle comme cette carte à droite des archives départementales de l'Ain, que la carte de Cassini, où les différentes cartes d'état-major montrent cette toponyme, la motte Sarrazin ou le fort Sarrazin, qui a permis de continuer à le faire reconnaître comme un reste de fortification antique ou médiévale, on ne savait pas très bien. Celui qui a fait l'étude la plus complète de ce site au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, est un érudit d'Ambronay, Joseph Desforêts, qui a dessiné et étudié cette fortification en reconnaissant bien, comme vous voyez sur l'agrandissement en bas, qu'il s'agissait donc d'une fortification linéaire entre Ambronay et l'Ain, avec donc fixé sur cette fortification linéaire une base de fort quadrangulaire. Voilà donc comment se présentait le site avant le début des fouilles. On remarque, je détaillerai plus tard les éléments de faussoiement, mais on remarque déjà que ce site a fait l'objet d'une tranchée. Il a été éventré au milieu du XIXe siècle par des archéologues qui fouillaient une série de tumuli dans la plaine de l'Ain, encouragés par l'empereur Napoléon III, qui, vous le savez, était en train d'écrire son livre sur Jules César. Et on a donc, à cette époque-là, fait une tranchée dans cette fortification, sans pour autant, et vous verrez qu'on ne risquait pas de trouver de cette façon-là des vestiges, sans pour autant permettre de l'identifier comme une structure médiévale. Alors le texte du compte de construction 1324 est donc extrêmement précis. Il concerne d'abord les terrassements qui ont été effectués, les grands fossés de la motte, c'est-à-dire les fossés qui entourent la plateforme de la bâtie, la terre tirée de ces fossés servant à constituer une plateforme appelée dans le conte motte ou poipe. Puis une seconde rangée de fossés, appelés fossés du dos d'âne, qui entourent cette plateforme sur 3 côtés et aux parois qui sont gazonnées. Enfin, une série de fossés qui partent des angles de la motte. Ma flèche ne veut toujours pas fonctionner, c'est très agaçant. Et qui se dirige d'une part vers Ambronay, à l'est, et d'autre part jusqu'à un bras mort de l'Ain, appelé la Morte, dans le compte de construction, à l'est. Cette ligne de fortification, en tout cas la partie qui joint la bâtie au bourg d'Ambronay, est également associée à un chemin qui est placé entre un rempart de terre et un fossé et qui permet de communiquer entre la bâtie et le bourg d'Ambronay, qui, je le rappelle, comporte également un château savoyard. La mise en eau de tout ce système est assurée, comme le montre encore bien le cadastre napoléonien, est assurée par le détournement d'un ruisseau, la Causance, qui prend sa source dans les montagnes à l'est d'Ambronay et que l'on fait couler dans les fossés jusqu'à ce bras mort de l'Ain. Ce dispositif, donc, évidemment, dont le compte de construction ne nous explicite pas, ce n'est pas son rôle, l'utilité, peut être identifié grâce à un document un petit peu postérieur dont vous avez à l'écran la transcription, qui est un document qui rappelle les
demande des ambassadeurs savoyards et dauphinois dans le cadre de la préparation du traité de Chapareillan, et il s'agit des demandes, des réclamations du dauphin envers le comte de Savoie. Et vous voyez que ce texte, il a l'avantage d'expliquer pourquoi est-ce qu'avait été effectuée cette ligne de retranchement. En empêchant au dauphin son chemin public par lequel l'I-Dauphin et ses devanciers ont accoutumé d'aller de Lagnieu vers Varay, qui sont du Dauphiné et en Genevois, en faisant fossés et terreaux grands au plan d'Ambronay, depuis Ambronay jusqu'à la rivière d'Ain, de telle manière que les dauphins ni autres ne peuvent passer librement, ni à sa volonté, par le dit chemin, ainsi que ses devanciers avaient accoutumé de passer. Donc, on voit bien que ce texte nous complète bien l'explication donc des raisons de l'édification de cette ligne de retranchement. Il s'agissait de barrer le passage sur une ancienne route, que d'ailleurs le compte de construction appelle le vieux chemin, d'une ancienne route figurée ici en pointillé, qui assurait une communication sud-nord en direction d'une part de Pondin et en direction de Varay d'autre part. Je ne suis pas tout seul à parler, visiblement, mais bon, c'est pas grave. Le compte de construction détaille également les bâtiments qui sont édifiés sur la plateforme. Il s'agit de 4 chafauds ou tours, comportant chacun 3 niveaux, et 2 autres bâtiments de plain-pied, dont une cuisine. Ces bâtiments sont construits en pans de bois, couverts de tuiles, et il y a également un puits maçonné et un système de portes avec pont-levis. Les matériaux, puisqu'on ne disposait d'aucun matériau sur place, ont été pris assez loin. Le bois dans la forêt de Seillon, qui est à 20 km environ au nord-ouest, et la terre au-dessus d'Ambronay pour l'argile des pans de bois, de même que les tuiles qui viennent également de Douvres au-dessus d'Ambronay. Deux de ces chafauds, 2 de ces tours de bois, abritent le logement, l'un pour le châtelain, l'autre pour son fils, mais la fonction résidentielle était limitée, et donc la tour, qui devait être d'un confort relatif, a nécessité l'édification, en partie à leurs frais, par les Laumont, de petits bâtiments accolés autour qu'ils habitent. Et ces édifices de plain-pied sont nommés domus, et l'un comporte une caméra. On a donc association de bâtiments défensifs, des tours de bois, et de bâtiments, sinon véritablement résidentiels, en tout cas qui servent de logement. Le tout a nécessité un peu plus d'1 an, avec les terrassements qui commencent au printemps 1324, la construction des bâtiments qui se déroule en automne et hiver 1324, et ensuite l'armement et la garnison au printemps 1325. Alors, je vous ai également mis sur ce petit tableau, mais que je ne vais pas commenter. J'ai fait un peu la même chose qu'avait fait Anne Lemonde ce matin, sur les coûts de la construction. Vous voyez qu'ici, dans les pourcentages, on a une très grande majorité en pourcentage du coût qui est dû au terrassement. C'est vraiment le plus gros de la construction. Terrassement, non seulement de cette ligne de retranchement qui fait quand même 3 km de long, mais de l'établissement de la plateforme, etc. Les constructions de bois, seulement 16,6% du coût de la construction, et vous voyez les autres éléments, les aménagements, l'armement, la garde, sont des pourcentages beaucoup plus réduits. Alors les fouilles qui ont été menées, qui n'ont pas été malheureusement des fouilles entièrement exhaustives comme je l'aurais souhaité, mais déjà à cette époque-là, il était extrêmement difficile de faire des opérations de fouilles de plus de 3 ans. Ça ne s'est pas amélioré
soit dit en passant. Et donc, les fouilles ont concerné donc, le site, qui est une plateforme artificielle donc, carrée de 35 mètres de côté, orientée nord, nord-ouest, sud, sud-est, et qui est surélevée d'environ 2 mètres par rapport au plan de campagne. Elle est horizontale et plane, et elle est entourée d'une première série de fossés de 12 à 20 mètres de large selon les côtés, et de profondeur de 4 mètres, avec un profil en U asymétrique. Au-delà de ce fossé, un rempart de terre appelé Dodan dans le conte, large de 7 mètres, haut de 1 mètre, avec un replat que l'on voit bien ici sur la photo. Vous avez en particulier le Dodan du côté ouest. Vous voyez à droite le fossé principal de la bâtie, puis ce qu'on appelle le chemin couvert, puis ensuite le bourrelet qui supportait la palissade, et enfin à gauche, du côté extérieur, le second rempart de terre plus petit, et dont on n'est pas certain qu'il était lui-même en eau. Dans les angles sud-est, sud-ouest, sud-est pardon, et sud-ouest de la bâtie, il y a le raccordement avec les fossés qui partent d'une part pour barrer la plaine de Bain en direction d'Ambronay vers l'ouest, et d'autre part qui vont vers l'Ain à l'est, et qui sont toujours en eau aujourd'hui. Alors ces bâtiments, voilà donc le schéma, si vous voulez, de la fortification, avec donc le tracé des fossés, du ruisseau qui circule dedans, et de la bâtie signalée par la lettre G. Les bâtiments construits donc en matériaux légers ont laissé peu de traces. Les couches archéologiques rencontrées au sommet du remblai représentent en tout une épaisseur d'une trentaine de centimètres. On avait donc sous l'humus tout de suite les premières couches, et notamment la couche de destruction de tuiles. Donc c'est quelque chose qui était vraiment en surface, qui avait été épargné par les labours du fait de la présence de ce tertre, bien sûr, mais qui tout se tenait en une trentaine de centimètres d'épaisseur stratigraphique. Une fouille minutieuse et attentive, cependant, a permis de déceler aux emplacements occupés par ces bâtiments une stratigraphie composée de 3 petites couches. Je vous passe les détails. La première couche, c'est donc composée en grande partie d'une couche de destruction de toiture. Vous avez ici des exemples, nombreux fragments de tuiles, et déjà à ce stade-là, des noyaux, des nodules d'argile compactée qui se rapportent aux parois, sur lesquelles je reviendrai. Au niveau du sol, difficile évidemment de pouvoir mettre en évidence des plans, mais un certain nombre d'indices, comme ici à droite, à gauche de l'écran, un effet de paroi entre une zone intérieure incendiée et une zone extérieure, ou ailleurs, comme la photo de droite le montre, semble-t-il l'empreinte d'une sablière basse dans non pas dans le substrat, mais dans le remblai de la plateforme. Ailleurs, ce sont des fragments quelquefois en plaques, portant encore des traces d'éclisses de clayonnage, qui nous ont permis d'identifier le matériau de construction, qui est donc une construction en pan de bois, comme d'ailleurs nous l'avait indiqué le comte, puisque vous avez sur le schéma de gauche, n'est-ce pas, les différents termes qui sont employés par le comte de construction pour désigner l'assemblage donc de ce pan de bois et du ourdi de torchis sur clayonnage qui composait les parois, et dont on a retrouvé donc un certain nombre de fragments écroulés au sol. On a pu
Donc les bâtiments dégagés par la fouille, en quelque sorte, sont situés principalement dans les angles de la plateforme. Le schéma de gauche résume ces différentes traces, et à droite, voilà le plan que l'on peut proposer pour une reconstitution de l'emplacement des différents bâtiments. L'un de ces bâtiments comportait en son milieu un foyer ouvert construit, qui est une structure assez élaborée, composée d'une sole faite de 12 carreaux de terre cuite entourés de briques posées sur champ, formant un grossier hexagone, et qui nous a permis d'identifier cet endroit, ce bâtiment, comme celui de la cuisine mentionné dans le conte. Il faut que j'aille plus vite, donc j'avance. Voilà la reconstitution que l'on peut proposer de ces données archéologiques pour tenter une reconstitution à la fois à partir, bien sûr, des éléments du compte de construction et des éléments procurés par la fouille. Je passe assez vite sur le mobilier archéologique, du mobilier qui se rapporte bien sûr à l'armement, de nombreux carreaux d'arbalète, d'autres éléments d'armement plus lourds, comme cette pointe de fer de baliste, qu'on peut difficilement appeler carreau puisqu'elle est de section triangulaire et non pas carrée, et également la présence de boulets dont on ne sait pas très bien s'ils ont joué, enfin, ils ont sans doute joué un rôle, mais dont on n'ont pas été trouvés à proprement parler sur le site. Celui du bas est conservé dans le cloître de l'abbaye d'Ambronay, et celui du haut est remployé dans un bief de moulin à proximité, comme vous le voyez. Également du mobilier, bien sûr, se rapportant à la construction, ces bâtiments construits en pan de bois avec également des clous de lattage et de voligeage pour les toitures, mais également des objets domestiques comme des couteaux, des clés bien sûr, ou même un instrument de musique comme cette guimbarde pour les soldats à la veillée. Quelques éléments de costume d'une certaine recherche, hein, puisque vous avez ici en haut à droite une applique de ceinture en argent et à gauche une boutrolle de ceinture également en argent. La céramique n'est pas très nombreuse dans un site qui n'est pas à proprement parler un site d'habitat, et puis en plus de ça, dans un site qui a été occupé pendant très peu de temps, je le dirai plus tard, de la céramique qui se compose pour l'essentiel de quelques pichets ou cruches, y compris ces deux étonnants décors de cruches avec un décor de Faut masques t'accélérer un peu, Jean-Michel. en relief. Comment? Il faut que tu résumes, enfin, que tu... Oui. Alors, dernier point, donc, l'événement militaire dans lequel la bâtie a été protagoniste, c'est-à-dire la bataille de Varennes. Une bâtie construite en 1324 par les Savoyards pour barrer l'accès au château de Varennes pour les Dauphinois. Elle est donc en relation directe avec la fameuse bataille dite de Varennes, qui s'est déroulée le 7 août 1325 dans la plaine de Saint-Jean-le-Vieux. Édouard voulait faire obstacle à la jonction des troupes alliées contre lui, du Dauphin et du comte de Genève, en protégeant ses arrières. Et donc, j'ai repris ici les chroniques qui relatent cette bataille de Varennes. Alors, j'en ai choisi trois, avec la plus ancienne, qui est celle de Cabaret, et puis ensuite, qui a été reprise par d'autres chroniqueurs. Et vous voyez, comme j'ai mis à chaque fois les passages correspondants, que les deux autres sont un décalque de la chronique de Cabaret. Alors, bien sûr, la plus ancienne de ces chroniques, hein, celle de Cabaret, relate des faits près d'un siècle plus tard, hein, et donc
Et il faut bien sûr, lui prendre avec beaucoup de prudence. Alors, donc il y a donc 4 grandes phases que je ne vais pas détailler. J'ai mis en relation les différentes phases de la bataille avec les croquis que vous avez à droite et qui sont des successions d'avancées et de reculées des troupes savoyardes et dauphinoises. Je n'entre pas dans ces détails. Voici donc les deux premières phases, attaque dauphinoise, riposte savoyarde, nouvelle attaque dauphinoise et enfin dernière attaque savoyarde victorieuse et par la suite l'armée savoyarde vaincue, en partie se replie sur Pondin et en partie, et alors là, c'est là qu'intervient l'hypothèse, en partie se replie vers le sud et détruit l'abbatiale de Gironville, ce que la documentation narrative ne nous dit pas, mais ce que l'archéologie semble attester par les éléments de destruction et d'incendie. Donc, c'est bien sûr une source. C'est bien sûr dans ce cas, j'abrège parce que j'ai été trop long, c'est donc une occupation pour cette bâtie de Gironville extrêmement brève, entre l'automne 1324 et l'été 1325, à moins que l'armée dauphinoise ne soit revenue détruire la bâtie un peu plus tard, ce qu'un texte n'atteste, mais en tout cas, avant 1330, puisque lorsque des pourparlers que j'ai cités tout à l'heure du traité de paix réclament à cette date la suppression des fossés, mais ne mentionnent pas la bâtie qui est sans doute déjà détruite à ce moment-là. Donc voilà pour le dossier de Gironville, qui vient s'intégrer dans une série de sites contemporains et de même nature édifiés dans cette petite région contestée du XIVe siècle. On verra d'autres exemples, Vieux, mais il y a aussi Luisandre, Rémins, etc., qui donc nous font connaître un petit peu mieux ces fortifications éphémères, dans ce cas-là même particulièrement éphémères. C'est donc presque un miracle que nous aient été conservées des données archéologiques de ce type, mais en tout cas ici, clairement liées à une opération militaire extrêmement précise. Merci, excusez-moi d'avoir dépassé mon temps de parole. Oh, pas beaucoup. Ben, merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, je ne sais pas bien comment ça fonctionne pour donner la parole aux gens. Parce que, enfin, s'il y a des questions, des remarques, des interrogations, vous avez la parole. Personne. Je ne sais pas si on m'entend. Personne n'a rien à dire. Non, mais j'ai l'impression d'être déconnecté. Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, on te voit et on t'entend. C'est ton PowerPoint qui a disparu, mais c'est oui, mais surtout dommage. Tout le reste a disparu. Mais bon, on vous entend, il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Moi, j'aurais une question, Sébastien Game, là, j'aurais une question pour Jean-Michel. oui. Oui, c'était par rapport au rempart, pas au rempart, si au rempart qui est en avant du fossé, ce que tu appelles le dodane. Est-ce Oui. que tu as pu faire une coupe dedans sur les typologies de la construction, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu en données strictement archéo? J'ai fait le profil, Ouais, mais j'ai pas fait de coupe dedans. J'ai fait un sondage dans un des fossés, hein, qui ouais. a permis de déterminer la profondeur d'origine, puisque forcément avec le temps, il s'était un petit peu comblé par ravinement. Hein, mais sur le dodane, je n'ai pas fait de coupe. Bon, merci. Ce qui reste assez spectaculaire, c'est que finalement, le profil est quand même bien fossilisé, même s'il est sans doute atténué par rapport aux situations d'origine, mais on voit encore bien le oui. chemin couvert. Moi, j'y suis allé, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Oui, alors malheureusement, le site est dans un état de total abandon, donc on ne voit plus grand-chose dans la broussaille, hein, c'est sûr, alors qu'il est quand même classé monument historique.
Moi, je voulais juste dire pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils sont nombreux, c'est que la bataille de Varay succède est une armée de secours contre le siège de Varay. Le comte de Savoie a assiégé Varay. On a énormément de renseignements à partir des châtellenies de Pondin, d'Ambrenay, de Saint-Rambert et de Saint-Germain, que le château est démantelé, enfin bien abîmé au bout de 4 jours, que le comte de Savoie accorde une trêve de 10 jours, ce qui est très long, puisqu'il en avait accordé une de 4 jours seulement pour Saint-Germain, que les assiégés sont autorisés à sortir, qu'il a installé des tavernes où il vend du vin, enfin où il donne du vin gratuitement, c'est inscrit dans les comptes de Saint-Germain, ça, en espérant peut-être saouler l'armée dauphinoise, comme le fera plus tard Louis XI à Amiens. Et que c'est à ce moment-là qu'apparaît une armée de secours dauphinoise dans son dos qui franchit malgré tout les fossés de Gironville. Voilà, donc c'est à la suite du siège presque réussi de Varay qu'a lieu cette bataille. Si je peux compléter, qui ne franchit pas les fossés de Gironville, hein, qui Oui. contourne le... Contourne, oui. Et Laurent D'Agostino a levé la main. Ah bon? Je ne vois pas. Alors, Non, moi je vois rien du tout. Moi non plus. Ça. C'est bien, occupe-toi. Je vois. Alors, oui, juste une petite question à propos de ces palissades là, qui sont un petit peu mystérieuses à Gironville. Est-ce que, bon, a priori, il n'y a pas de traces de trous de poteaux bien identifiables sur la plateforme sommitale. Est-ce qu'on arrive quand même à cerner un petit peu la structure de ces palissades à travers la comptabilité? Alors non, j'ai présenté tous les éléments que donnait le comte, donc il ne parle pas de palissade. C'est vrai que dans notre reconstitution, nous avons mis des palissades parce que ça nous paraissait. Je vois que la diapositive a même disparu, je ne sais pas ce qui se passe. Donc le comte n'en mentionne pas. Hein. Il paraît assez étonnant que, étant donné qu'il y a 4 bâtiments dans les angles, ils ne soient pas réunis par une palissade sur le pourtour. J'ai fouillé dans plusieurs endroits la plateforme jusqu'au bord, hein, donc sans trouver de traces, mais le bord est forcément érodé, il s'est arrondi avec l'érosion, et donc s'il y avait des trous de palissade, il aurait été situé évidemment tout à fait au sommet de l'escarpe, et donc j'en ai pas trouvé de traces. Mais il me paraît tout à fait logique qu'il y en ait eu. D'un autre côté, il paraît aussi étonnant que, étant donné la précision du conte, hein, qui nous précise même comment on fait les pans de bois, il n'en parle pas. Mais je ne peux rien dire de plus.